Merci à tous d'être là, bonjour à tous, et merci à Christophe Prado d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu jusqu'à Tours, et merci à Diane qui, il y a 2 ans, était ici, à la place de Christophe, et qui nous a fait connaître l'œuvre de Christophe Prado. Donc c'est grâce à elle que vous êtes là. Donc nous sommes 4 autour de vous pour vous interroger, plus une personne à la manœuvre pour vous illustrer. Et nous avons eu des approches un peu différentes de votre œuvre, qui ont parfois pimenté un peu la préparation, mais non, nous sommes tombés d'accord pour aborder votre œuvre sur 4 thèmes qui nous ont paru les plus importants. Le thème de l'enfance, celui du poids des histoires, celui du temps et de la mémoire, mais aussi pour nous arrêter sur la construction et le style de vos romans. Romans donc que vous avez tous publiés chez Verdier, qui sont là affichés. Donc La Souterraine en 2005, La Grande Sauvagerie en 2010, Les 24 heures du jour et de la nuit en 2017. Alors chaque livre a sa particularité, mais d'un livre à l'autre, nous retrouvons des personnages et nous retrouvons aussi un lieu, un village, Saint-Léonard, fictionnel, mais proche de Lubersac, en Corrèze, et proche aussi de Saint-Thierry-la-Perche, où vous êtes né, en Haute-Vienne. Et donc, vous êtes normalien, maître de conférence à Paris 4, Sorbonne depuis 2009, mais vous avez été en 94-95 French Lecture à Yale, et si je le souligne, c'est parce qu'un de vos personnages, Thérèse Mandaloni de la Grande Sauvagerie, on va la retrouver dans ce même lieu, me semble-t-il. Mais bon, nous y reviendrons. Donc, vous êtes aussi titulaire d'une thèse, donc je donne le titre, L'idée de cycle romanesque, point, Balzac, Proust, Giono. Proust, auquel vous avez consacré un ouvrage sur Ier-Combray. Voilà ma présentation, vous convient-elle? Voulez-vous la modifier, en rajouter quelque chose? Rajouter juste une chose, c'est un livre qui me tient un petit peu à cœur, mais qui n'existe pas. Mais il existe aussi. C'est un livre qui était paru en tirage, hors commerce. Hein. C'est une plaquette qui était offerte par les libraires quand on achetait plusieurs livres de Verdier. Ça s'appelle Belle Lurette, et si je vous signale, alors j'en ai malheureusement, c'est mon dernier exemplaire personnel. Voilà, je ne peux même pas le donner à quiconque parce que sinon j'en aurais plus. Mais je le signale parce qu'on peut lire le texte en ligne. Il y a une version PDF gratuite. Voilà, il suffit de taper mon nom et puis Belle Lurette, c'est le titre. Voilà, donc j'y tiens un tout petit peu, c'est une nouvelle. Ah, très bien. Nous l'avons pas. Bah non, c'est un peu. Bah si, on aurait pu l'avoir sur Internet. Bon, donc c'est tout ce que vous avez à rajouter, ça vous convient à peu près comme présentation. Alors nous allons aborder le sujet, et donc comme je vous le disais en entrée, le premier thème que nous voulons aborder est le thème de l'enfance. Dans Ier-Combray, que je viens de vous montrer, je vous cite un petit peu, tout un chacun est enraciné, sinon dans un lieu, du moins dans une enfance. Et comme nous le soulignons dans l'introduction, le village de Saint-Léonard apparaît dans vos 3 romans. Ma question est donc la suivante. Diriez-vous qu'il est votre Combray? Alors c'est un lieu de fiction, hein, donc, mais qui est construit à partir... alors Combray aussi, c'est un lieu de fiction. Je le prends en main, d'accord. Il est probable en tout cas que ce lieu de fiction a été progressivement construit, donc au long des 3 livres, parce que c'est pas quelque chose qui s'est imposé d'emblée, enfin c'est une construction progressive, effectivement comme quelque chose comme un Combray, si on considère que Combray c'est le lieu... Vous entendez pas? Ça va? Oui? Je le prends très près? Très près, d'accord. Que c'est non seulement le lieu de l'enfance, c'est-à-dire quelque chose qui est circonstanciel, c'est-à-dire que voilà,
on est dans un lieu, par hasard, mais il peut y avoir des lieux qui sont attachés à l'enfance qui finalement, d'un point de vue affectif, ne jouent pas un rôle si important. On peut se détacher, parce que là c'est un lieu qui cristallise suffisamment pour être perçu également comme le lieu des origines. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un sens qui se cache à l'intérieur de ce lieu. Voilà. Donc effectivement, c'est une sorte de combré, on peut dire ça. Après, c'est un petit peu compliqué dans les 3 livres parce que il y a plusieurs. Alors, il y a Saint-Léonard, mais il y a également le village qui est pour le coup biographiquement attaché à ma trajectoire, qui est Lubersac, et qui est présent aussi. Et les deux. Saint-Léonard est créé à partir d'un assez grand nombre de villages, c'est un lieu synthétique, mais figure également dans les livres le lieu réel, Lubersac, qui est également présent, même s'il joue un rôle moins important. Oui, c'est ça. Donc on a pu en mettre une photo là qui est le vrai. Alors là, c'est pas Lubersac. C'est l'Auvézère. Mais c'est l'Auvézère. Voilà. C'est la rivière qui traverse Lubersac et qui se jette dans la Vézère, qui est bien plus connue, puisque la Vézère, c'est la vallée des Aisies, voilà. C'est un lieu majeur dans l'invention de l'idée de préhistoire. Bien sûr. C'est la rattache de 3 romans quand il se retourne sur leur enfance, non seulement la rattache à un lieu, donc on vient d'en parler, mais aussi à un milieu familial. La famille élargie, des oncles, des tantes, qu'on a l'impression de retrouver d'un roman à l'autre, qui sont les sources et les héros des récits familiaux. Je vais donner comme exemple une pluie d'étoiles magiques dont est témoin la tante Marilou dans La Grande Sauvagerie, qu'elle répète juste avant une veillée, à mois d'octobre, qu'elle répète très souvent. Eh bien, on la retrouve aussi, c'est un des récits récurrents de la mamie des 24 portes. Et on a l'explication, dans votre 3e ligne, on a l'explication scientifique du phénomène qu'on a peut-être tous raté. 2013, la dernière fois, il a lieu tous les 40 ans, si j'ai bien compris. Donc, tant pis pour nous. Et autrement, une autre histoire, par exemple, la tata Hélène, qui se retrouve recouverte par un essaim, par un essaim d'abeilles. On nous explique les circonstances dans la souterraine, mais soudain, un bas de page dans La Grande Sauvagerie, elle est nommée juste la belle Hélène, qui a été un jour couverte par des abeilles. Donc ça participe à créer un univers. C'est pas possible, hein? Trop proche, trop loin, trop bas, trop haut, trop de côté, trop de... Voilà, là ça va bien. Voilà. Ça participe, je dois tourner la tête comme ça, ça participe à la création d'un univers qui est commun entre un roman, auquel le lecteur devient familier. Alors, diriez-vous, on est en train d'exploiter votre carrière universitaire, là, mais ça va s'arrêter. Diriez-vous que c'est un cycle romanesque que vous avez attaqué? C'est pas possible, hein, cette histoire de micro. Non, mais on va prendre 2 minutes pour régler le problème parce que ça disperse. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Mais il semble que c'est pas le micro habituel. Il semble d'habitude on n'a pas ce micro-là. Mais il n'y a personne là. Et vous êtes sûr que ça suffit pas? Non, c'est vous ne vous rendez pas compte que la voix baisse au fur et à mesure du discours. Puis l'acoustique n'est pas forcément parfaite, mais... Bon. Mais bon, je vais reprendre le micro. Là, il ne marche plus, je crois. Du tout. Ça y est, il est à nouveau en marche. Voilà. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle cycle romanesque. Alors c'est évidemment pas un cycle romanesque au sens balzacien, parce qu'il n'y a aucune volonté, disons, encyclopédique ou de représenter le corps social dans sa globalité. Donc en ce sens-là, non. Mais évidemment, moi, mon rapport à la littérature a été... je suis devenu un grand lecteur, parce qu'il faut bien que j'avoue que j'en suis un, c'est mon métier. D'écrire et de lire. La rencontre, il y a eu 2 rencontres absolument décisives.
qui font que je suis depuis l'âge de 10-11 ans, fasciné par les ensembles de livres dans lesquels les personnages reparaissent, il y a des effets de retour, etc. Dans les deux rencontres, il y en a une qui est, disons, tellement classique qu'elle est devenue presque pittoresque, parce que c'est une lecture qui est devenue un peu rare, même si je crois que, par exemple, mon fils qui a 14 ans vient de la faire, cette lecture, donc parfois elle est aussi contrainte, et parfois l'école demande de le faire. Et j'avais lu une version abrégée pour les enfants de l'Énéide. Et j'ai été absolument stupéfait de découvrir qu'il y avait une suite à l'Iliade, que je savais qu'il y avait l'Odyssée, donc mais qu'il y en avait d'autres, et que c'était un ensemble compliqué de récits qui se croisaient. Alors j'avais évidemment pas lu l'Iliade, mais je savais l'histoire, je la connaissais, parce que j'avais lu des livres illustrés qui racontaient tout ça. Bon, ça c'est la première rencontre, et quelques mois plus tard, j'ai lu Le Père Goriot. Et en lisant Le Père Goriot, c'est la première fois que je lisais un livre de Balzac, et j'ignorais complètement l'existence de la comédie humaine. Et je ne savais pas donc que Le Père Goriot faisait partie d'un ensemble très vaste de livres. Et quand j'ai fini de lire Le Père Goriot, j'ai lu la 4e de couverture, ce que j'aurais pu faire au départ, mais de fait, je l'ai lu à la fin. Et dans la 4e de couverture, on racontait que Rastignac avait d'autres aventures, qu'il apparaissait dans d'autres livres, et ça m'a complètement fasciné. Tellement bien que je me suis mis à lire beaucoup Balzac, puis Zola, et c'est devenu en fait ma lecture de prédilection. Et j'ai fini par en faire une thèse bien des années plus tard. Donc quand je me suis mis à écrire, évidemment j'étais un peu fasciné par cette idée des grands ensembles romanesques, mais ma façon d'écrire est une façon d'écrire que je pourrais appeler un peu miniaturiste. C'est-à-dire qu'en fait c'est des livres dans lesquels il y a une vraie densité dans la phrase. Et c'est difficile d'écrire des très longs livres comme ça. Alors certains l'ont fait, Proust l'a fait. Mais il faut être Proust pour pouvoir réussir à tenir à la fois la monumentalité et puis, disons, le caractère extrêmement minutieux de la phrase. Donc moi, j'ai un format assez bref. C'est des livres qui font autour de 200 pages. C'est pas des livres extrêmement étendus. C'est lié aussi au fait que j'écris autre chose que de la fiction, et que j'écris des textes théoriques, critiques, et que donc j'ai une productivité très lente. J'écris un livre, je publie un roman tous les 5 ans à peu près, parce que fais des choses entre les deux. Et donc pour moi c'était pas du tout possible d'écrire un cycle romanesque. C'était inimaginable parce que ça demande voilà. Mais je me suis aperçu en écrivant le 2e livre que je ne pouvais pas et continuer à écrire sans revenir sur la matière et en créant des effets d'écho. Et ceux-ci se sont intensifiés dans le 3e livre, et ça a fini par constituer quelque chose comme une sorte de trilogie. Mais très informel évidemment, mais il y a beaucoup d'écrivains dans les années 50, 60, 70 qui ont pu écrire des choses comme ça, avec des retours un peu fragiles. Ça peut être, je sais pas, des gens comme Duras, des gens comme Claude Simon, là où on fait des retours sur... Voilà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas délibéré, c'est pas préconçu, mais c'est la logique même de l'écriture qui l'a impliqué. Donc je considère que c'est une forme de cycle, mais évidemment c'est pas un cycle, disons, à ambition sociologique comme pouvait l'être Balzac ou Zola ou même Proust. C'est quelque chose de plus mémoriel. Voilà. Et j'étais très content à la publication du 3e livre que justement il y a eu quelques articles dans des revues qui ont fait une lecture d'ensemble et qui ont été sensibles justement à ces échos comme vous venez de l'être. Voilà. Alors je vous propose, je crois que je parle assez fort pour ne pas avoir besoin de micro et ça sera plus agréable pour tout le monde, je pense, donc de rester dans le domaine de l'enfance. Et dans La Souterraine, votre premier roman, les héros sont 2 enfants qui sont à l'arrière d'une voiture et qui se racontent des histoires. Et ils ont juré, je vous cite, de nous rappeler jusqu'à l'heure de notre mort ce que ça fait d'être un enfant. Et dans les 24 portes, donc comme pas un écho puisqu'on est plus loin, mais je vous cite encore le narrateur, « Je ne peux me défendre d'habiter avec ma sensibilité d'adulte mon corps d'enfant. »
Alors finalement, pour reprendre vos propres termes, qu'est-ce que ça fait d'être un enfant ? Donc j'ai écrit un livre entier pour essayer de le dire, donc je vais avoir du mal à le dire en quelques mots, mais disons, à vrai dire, aujourd'hui je me sens beaucoup plus loin de cette sensibilité d'enfant, c'est-à-dire que je crois que les livres qui ont été écrits m'ont éloigné de ça. Enfin, et par exemple le livre que j'écris actuellement est très très loin de l'enfance, mais enfin voilà, bref. Mais en tout cas, pour moi, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans le premier surtout, dans la souterraine, parce que petit à petit, de livre en livre, justement, cette enfance archaïque s'éloigne. Enfin, et les personnages, en fait, vieillissent. Oui. C'est un sentiment, ce qui emblématise le plus l'enfance, une enfance extrêmement heureuse, donc c'est pas quelque chose de tragique, mais néanmoins un sentiment métaphysique de surprise d'être au monde. C'est-à-dire que en fait le souvenir le plus fort de mon enfance, et c'est ça qui est sans doute à l'origine du premier livre. Le premier livre raconte le retour. Un retour de week-end, c'est-à-dire qu'en fait une famille a passé le samedi et le dimanche dans un village corrézien, et ils reviennent vers la ville où ils habitent, et il se trouve que les circonstances climatiques sont pas très favorables à un voyage en voiture, parce qu'il y a du brouillard, il fait très mauvais, et ils finissent par avoir quelques problèmes d'orientation, enfin bon bref. Ne rentrons pas trop dans les détails, donc cette structure, enfin cette idée de livre qui s'est imposée assez vite à moi, disons autour de 25, enfin j'avais 25 ans quand j'ai eu l'idée d'écrire un livre à partir de ça. C'est vraiment quelque chose qui prend naissance dans un souvenir personnel très fort. C'est-à-dire qu'un jour, comme ça, en hiver, je rentrais de chez ma grand-mère en voiture avec mes parents, et il y avait un ciel très 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 profond, c'est-à-dire que c'était le contraire de ce qui se passe dans le livre, c'est le brouillard, mais donc il y avait on voyait très très bien les étoiles. La voiture traversait était dans une route forestière, donc c'était un environnement où il n'y avait quasiment aucune pollution lumineuse, comme on dit, c'est-à-dire très peu de lumière parasite, et vraiment, j'ai eu le sentiment de l'extraordinaire fragilité de nos existences et puis le caractère totalement contingent de nos existences. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi nous sommes là ? Voilà. Donc et ça, je pense que d'une façon ou d'une autre, tous les enfants, à un moment, ont ce saisissement. Qu'est-ce que nous sommes ? C'est des interrogations évidemment extraordinairement lourdes et profondes, et qui fondent le questionnement philosophique, mais qui sont aussi consubstantielles à nos vies, et donc nous rencontrons tous à un moment ou à un autre, et je pense que tous les enfants ont ce type de questionnement. Donc qu'est-ce que c'est qu'être un enfant ? C'est en partie ça, donc quelque chose de très 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 fort, profond. Mais c'est également, en fait, et c'est quelque chose que j'ai essayé de questionner de façon plus humoristique, la découverte enfin, même si c'est sans doute pas le sentiment qui prédomine à la lecture de mes livres, mais enfin bon, la surprise, enfin, la découverte de notre donne. C'est-à-dire que vous voyez, le mot donne, c'est quelque chose qui vient du jeu. Enfin, on a les cartes, et puis on a des cartes en main, et voilà. Et par exemple, les jeunes enfants qui sont les héros de la souterraine, eh bien, ils découvrent quel est notre héritage, quel est notre donne. Ils regardent un film, et puis ça raconte l'histoire de Cléopâtre et d'Antoine. C'est un péplum, c'est le Cléopâtre de Mankiewicz, en fait. Hein. Et puis, en fait, ils ont aucune idée de l'histoire, et c'est comment on se positionne dans quelque chose. On prend une histoire en cours de route, et on a le sentiment de prendre l'histoire en cours de route. Et comment on va faire avec ça ? Et donc ça peut parfois avoir une dimension un peu humoristique. Voilà. Par exemple, je me souviens c'est quelque chose que je n'ai pas mis en fiction, mais c'est un souvenir personnel là aussi qui a nourri certains des éléments de mes livres.
qu'à un moment, je vais avoir 4 ou 5 ans, et j'ai demandé à un de mes oncles de quel pays on était. C'est-à-dire que pour moi, je devais le savoir, mais c'est un moment peut-être d'oubli où je ne savais pas que j'étais français. Et donc voilà, c'est un peu comme si on prend connaissance de sa donne. Voilà. Ah bon, je suis français, je me situe à tel endroit. Voilà. Et donc cette façon dont on se positionne petit à petit dans l'espace et dans le temps. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant? C'est ça, mais c'est évidemment des choses plus perceptives, donc par exemple le fait qu'on est petit, et donc on a un corps qui a un rapport à l'espace différent de celui des adultes, alors que le monde est plutôt fait pour les adultes, enfin le monde adapté, le monde artificiel, les chaises, bon, évidemment on fait aussi des chaises pour les enfants, notamment dans des centres, dans des crèches, des choses comme ça, il y a des petits sièges, voilà, mais bon. Néanmoins, l'enfant doit constamment s'adapter à quelque chose qui est surdimensionné. Donc il y a aussi tout un travail sur la perception. C'est quelque chose qui est très important dans ce que je veux faire dans mes livres. C'est essayer de rendre au plus près ce que c'est que percevoir. Donc il y a tous ces aspects-là. Mais ce qui prédomine, c'est ce que je vous ai raconté en premier. C'est-à-dire ce saisissement métaphysique devant le caractère contingent de l'infini. Voilà, c'est ça. L'infini du monde. Et c'est quelque chose, là, en vous le racontant, je suis complètement enveloppé dans ce moment, dans cette ambiance. Voilà. Voilà. Je vais essayer, je sais pas si c'est mieux. On va en sortir de l'enfance, mais justement, c'est le moment de la sortie sur laquelle on voulait vous poser une question, mais bon, vous avez déjà un petit peu commencé. Alors, justement, le narrateur des 24 portes du jour et de la nuit parle de son passage à l'âge adulte comme un arrachement au lieu de l'enfance. Thérèse Gandaloni, qui est la narratrice de La Grande Sauvagerie, elle n'est jamais sortie de son pays jusqu'à 18 ans. Elle a regardé avec beaucoup de perplexité tous les touristes qui viennent et qui observent le patrimoine qui pour elle est son environnement banal de chaque jour. Et donc elle voit son passage, sa sortie de l'enfance comme un moment précis quand elle a 18 ans, où elle dit qu'elle passe dans le camp des vies mobiles et des curiosités indiscrètes. C'est comme ça qu'elle qualifie son changement de camp, qu'elle vit comme une trahison. Elle va enfin partir de son village. Et l'émancipation de ces deux narrateurs, des deux derniers livres, l'émancipation est réussie. On les voit adultes, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir mentalement ou physiquement sur les lieux de leur enfance. Alors, juste pour poser une question, mais bref, si vous voulez, est-ce que vous partagez le diagnostic que pose Thérèse Gandaloni, donc c'est la narratrice du livre médian, mais elle apparaît, mais pas comme personnage, elle apparaît juste, elle est citée à la fin des 24 portes du jour et de la nuit. Et elle dit, nous sommes des consciences mal satisfaites du présent, qui se découvrent une raison de vivre dans la passion des traces et des souvenirs enfuis. Alors, est-ce que c'est comme ça que vous les voyez, vos personnages? Je ne vous demande pas vous. La passion des traces, oui. Malgré la réussite et malgré l'éloignement géographique. Oui. Alors c'est en tout cas un point commun des trois narrateurs. Enfin, mais on le voit moins adulte dans la souterraine. Oui, alors oui, dans la souterraine, on ne sait pas ce qu'il est adulte. On sait que ça sera une bébés. Voilà, on ne sait pas très bien. Oui. Mais en tout cas, oui, la passion des traces, c'est quelque chose qui a un point commun. C'est-à-dire que ces trois livres dans lesquels on ne se satisfait pas du présent, enfin, non pas qu'on soit insatisfait, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont somme toute relativement heureux, mais il n'y a rien de tragique dans leur existence particulièrement, enfin, c'est pas des existences, c'est des gens qui n'ont pas de problème particulier, mais qui ont une conscience aiguë de la présence, disons de la survivance dans le présent du passé, et qui, appréhendent l'existence individuelle comme partie prenante d'une aventure collective, qui est celle de l'humanité. Donc ces trois façons d'être au monde, les différents personnages en tout cas qui habitent ces livres,
en tout cas ceux qui sont au premier plan, ont tous en commun d'avoir une conscience historique peut-être supérieure à la moyenne, et d'avoir envie de faire des traces, un objet d'enquête. C'est-à-dire qu'il y a des livres où il y a toujours d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose comme une enquête qui se met en place et qui permet de faire apparaître dans le présent une dimension. Oui, alors dans le deuxième, c'est la lanterne des morts, effectivement. Dans le troisième, c'est un gâteau, une pâtisserie que dans le Limousin, on appelle le quart d'écu, un quart d'écu, E accent aigu CU, et qui est une survivance de ce qu'on appelait au Moyen-Âge, et d'ailleurs jusqu'à la fin du 19e siècle, mais même jusqu'en 1914, en fait, c'est quelque chose qui disparaît avec la Première Guerre mondiale, l'oubli avec un E. C'est un gâteau qui était tout à fait, très largement, c'était quelque chose qu'on vendait dans les rues, qui était et qui en fait a disparu étrangement avec la Première Guerre mondiale. Complètement, il y avait des vendeurs d'oubli dans les rues, et c'est quelque chose qui a continué à exister plus longtemps, jusqu'aux années 50-60 en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et donc le narrateur de ce troisième livre découvre un jour que ces quarts d'écu qu'on confectionne dans sa famille, eh bien, c'est quelque chose qu'il croyait être une sorte d'habitude locale, parce que c'est très, très localisé, mais il s'aperçoit que c'est une survivance rurale de l'oubli. Alors là, pour le coup, j'ai fait aussi une petite enquête. J'ai fait une enquête d'ordre historique, très légère. C'est pas quelque chose de très, très érudit, et j'ai découvert qu'il y avait comme ça en Europe un certain nombre de lieux, des zones rurales où il y a comme ça des survivances de l'oubli. C'est-à-dire que c'était un gâteau plutôt urbain et qui survit dans quelques. Il y a des parties de l'Allemagne, d'Europe centrale, Et c'est quelque chose qui le narrateur se laisse prendre dans le mouvement d'une enquête. Et d'ailleurs, ils ont en commun, les narrateurs du premier, du deuxième et du troisième livre, d'avoir, disons, partie liée avec des métiers qui sont des métiers qui touchent à l'histoire. Thérèse Gandaloni est une historienne d'art, donc là, pour le coup, on est en plein dedans, évidemment. Tandis que le narrateur du troisième livre est non pas un collectionneur, mais quelqu'un qui est chargé par les collectionneurs de trouver des objets. Voilà, un rabatteur. C'est un métier. Et voilà. Donc effectivement, c'est un moteur de chacun des livres, la passion des traces. Oui. Et parce que ces personnages ont en commun ce sentiment que on est ici et maintenant, mais qu'en même temps qu'on est ici et maintenant, du simple fait que l'on parle, par exemple, on est aussi d'ailleurs, on est lié à plein, on est l'héritier de plein de choses. Et donc pour l'instant, les personnages de mes romans ont tous ça en commun. Peut-être que par la suite, il y aura des amnésiques, mais pour l'instant, non. Ouais. C'est encore moi qui parle, c'est par d'autres vous parlez. On va passer au poids des histoires. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dans vos romans, de différentes sortes. Il y a les récits familiaux, qui sont des événements réels, plus ou moins arrangés. Il y a les rêves, plus souvent des cauchemars d'ailleurs, je trouve, des personnages. Il y a les légendes. Vous dites les comptines et superstitions venues du fond des âges. Ces histoires sont entre autres racontées pendant des veillées et elles créent l'imaginaire, elles sont ancrées dans l'imaginaire de vos personnages. Il y en a un qui dit, celui dans les 24 portes, qui dit que grâce à un conteur à la veillée, il a vu la vie pour la première fois par d'autres yeux que les siens. C'est ce qui banalement, finalement, nous arrive tous un jour
par la lecture la plupart du temps. Mais il nous a semblé que vous insistiez beaucoup sur la transmission orale des histoires et du rôle important du médiateur humain. Et ça nous a rappelé quelque chose que vous dites dans Proust à Illécombé, où vous dites à un moment que la lecture désocialise. Donc est-ce que cette oralité est en même temps une socialisation? Enfin, est-ce que vous pouvez parler de ça? Oui, enfin la lecture désocialise, c'est... Oui, lecture auturière. Oui. C'est-à-dire que si on est un lecteur compulsif, évidemment, c'est désocialise, mais en même temps, en désocialisant, on trouve une autre société. Voilà, c'est pas une critique de la lecture, mais ce qui est certain, c'est que évidemment, le matériau avec lequel j'ai travaillé, forcément, comme tout un chacun, c'est un matériau qui c'est fait en grande partie de son expérience personnelle. Et donc, moi, j'ai grandi, je suis quelqu'un de la ville. J'ai grandi à Limoges, puis après, j'ai fait mes études à Paris, où je suis resté. J'ai vécu à New York. Mais il se trouve que ma prime enfance, les toutes premières années, les 3 ou 4 premières, mes arrière-grands-parents étaient encore vivants, et donc j'ai connu aussi le monde rural dans ce qu'il avait de plus... un monde rural avec une mécanisation très limitée, avec des pratiques collectives, d'éveillés, etc. Donc j'ai connu ça. Pour moi, c'est un matériau extraordinairement archaïque, c'est-à-dire que c'est tellement ancien, c'est des souvenirs qui sont tellement lointains, que c'est presque comme si c'était quelqu'un d'autre. Il y a un côté un peu palingénésie, c'est vraiment très loin, mais en même temps, ça m'a très profondément marqué, tellement profondément que il y a vraiment des souvenirs obsédants qui, forcément, ils devaient passer d'une façon ou d'une autre dans ces livres. Par exemple, l'histoire des pluies d'étoiles filantes, des choses comme ça, voilà, c'est des histoires qui ont été racontées à la veille. Et donc j'ai connu vraiment des veillées, c'est-à-dire le village, un hameau de 20 personnes qui se rassemblent et qui parlent. Voilà. Donc ça, c'est une expérience. Et alors, évidemment, comme c'est quelque chose qui n'existe plus. En tout cas, le monde rural que j'ai connu dans ma première enfance n'existe plus nulle part en France. Ça peut exister ailleurs. Par exemple, j'ai perçu ça en Slovénie, par exemple. Il y a des choses. Voilà. Mais bon, et ça doit exister évidemment dans un certain nombre de pays, mais c'est quelque chose qui, en tout cas en France, a disparu. Comme par exemple, moi, le village de mon enfance, il y avait 40 magasins dans le village. Aujourd'hui, il en reste 3. Il y avait 2500 habitants, maintenant il y en a 700. Donc évidemment c'est un monde disparu. Et il y a une vibration particulière dans se retourner vers quelque chose qui a disparu. On se sent un petit peu aussi, disons, témoin, et puis donc responsable de garder une sorte de mémoire. Transmission. Oui, et c'est quelque chose qui est inséparable du roman. Évidemment, on peut écrire des romans dans une toute autre logique que ça, mais par exemple, lorsque Balzac, pour revenir à lui, écrit, il écrit bien que, certes, il veut écrire l'histoire du présent, mais que pour écrire l'histoire du présent, il faut être conscient de ce qui est en train de disparaître. Et une chose capitale des 50 dernières années, c'est que ce monde rural-là a disparu. C'est-à-dire que là où il y avait 15 fermes, il y en a 2. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Et donc c'est un monde avec des habitudes, des pratiques, des rituels. Et par exemple la fabrication des quarts d'écus, qui occupe un rôle important dans ce livre-là, c'est quelque chose qui n'existe plus. Ma grand-mère était la dernière personne à faire ça de façon régulière, donc à fournir le reste du village en fait, en quart d'écu. Et elle est morte cette année, le soir de l'incendie de Notre-Dame, ce qui a donné d'ailleurs un impact très fort à sa disparition, évidemment. Et on est 2 ou 3 à avoir appris à faire des quarts d'écu, mais on n'en fera jamais comme elle faisait, c'est-à-dire comme un rituel social. De temps en temps, on pourra éventuellement en faire, mais ça, voilà, pour la famille, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui... donc c'est tous les personnages en tout cas les 3 livres publiés ont en commun d'être portés par des urbains, qui ont une culture urbaine, qui ont des pratiques, mais qui sont reliés puissamment à ce matériau plus ancien d'un monde qui est disparu.
dont il reste des traces, évidemment, mais qui est un monde vers lequel il n'y a aucune... disons, la communication est bloquée. Alors, je reprends la parole pour rester dans le domaine des histoires, mais quelque chose d'un peu différent. Donc, de la fenêtre de la grande sauvagerie. La grande sauvagerie, le titre du livre, mais il renvoie à un grand domaine qui domine le village. Et donc, de la fenêtre où elle écrit ce livre, La grande sauvagerie, Thérèse Gandaloni, donc la narratrice, aperçoit la lanterne des morts qui domine le village de Saint-Léonard, le village donc de son enfance où elle est de retour. Et elle nous conte l'histoire de la grande sauvagerie mêlée à sa propre histoire. Et c'est par l'écriture de cette histoire qu'elle trouve, je vous cite, le sentiment d'une cohérence à sa propre vie, qu'elle est libérée du soupçon de l'irréalité de nos existences. Je passe à un autre livre. Dans La souterraine, Laurence, un des deux enfants donc, qui sont à l'arrière de la voiture, qui les ramène à la grande ville, se met à douter de la loyauté des souvenirs, ce qui l'amène, je vous cite, à soupçonner que tout au monde fut incertain. Dans Les 24 portes, le narrateur devient personnage de roman. Je vous cite, ce même jour qui allait faire de moi pour quelques heures, expérience troublante dont ce livre se veut le récit fidèle, un personnage de roman. Alors voilà ma question. L'irréalité de nos existences, le monde incertain, l'expérience troublante, ce sont des termes forts. Et n'est-ce pas ce glissement du réel à l'imaginaire des histoires ou des rêves qui vous intéressent, ou peut-être aussi le glissement entre passé et présent. Thérèse Gandaloni, je vous cite, parlant de troublants couloirs perspectifs, tout un réseau de communication entre le passé et le présent. Bon, oui. un peu compliqué, mais c'est le glissement. Difficile, mais oui. Donc, ce que j'essaie de représenter, je disais tout à l'heure que j'essaie de représenter, par exemple, vraiment les sensations. Qu'est-ce que c'est que être dans le brouillard, toucher, etc. Mais j'essaie également de représenter nos existences telles qu'elles sont, c'est-à-dire on est toujours ici et maintenant, mais on est toujours aussi un peu ailleurs. Donc là, vous qui m'écoutez à l'instant, par exemple, vous pouvez très bien être très attentif à l'instant présent, à être très attentif à ce que je dis, au siège sur lequel vous êtes assis, peut-être à la température qu'il fait, mais vous pouvez peut-être également vous ennuyer un peu, penser à ce que vous allez faire après, ou ce que vous avez fait ce matin. Enfin, vous pouvez vous rappeler d'un souvenir de lecture, d'un film. Enfin bon, on est toujours ici et maintenant, mais aussi un peu ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre entre l'attention au moment présent et puis une activité imaginative. En général, l'activité imaginative, évidemment, elle est toujours un petit peu en sourdine par rapport à l'attention au moment présent, parce que si jamais on monte dans un bus en pensant trop aux ailleurs, on risque d'avoir des problèmes, des accidents, etc. Mais quand on lit, au contraire, quand on regarde un film, on peut très bien totalement oublier où l'on est et l'activité imaginative l'emporte sur l'attention à l'instant présent. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'activité dans laquelle on est engagé, on est toujours un peu ailleurs. Et j'essaie de représenter ça. Voilà. C'est pour ça que dans mes romans, il y a beaucoup effectivement de récits de rêves, où dans les deux enfants de la souterraine, ils s'ennuient dans ce trajet en voiture. Tous les enfants s'ennuient évidemment dans une voiture. Surtout qu'ils n'ont pas à disposition de téléphone portable, de console, de jeux, etc. Donc ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire avec leurs pensées, et ils inventent des jeux qui leur sont personnels pour essayer. Et à partir de là, eh bien, il y a des récits qui se mettent en place. Voilà, donc il y a des récits de rêve, il y a des récits, et parfois ces récits deviennent tellement sophistiqués
parce que le frère et la sœur de la souterraine sont assez doués pour raconter des histoires, surtout Laurence. Donc c'est la grande sœur dont on connaît l'histoire par le récit rétrospectif qu'en fait le frère. Ils ont une relation forte qui fait qu'il y a vraiment une très grande proximité entre les deux enfants. Et donc certains de ces récits deviennent suffisamment complexes pour que la narration les accueille comme une sorte de roman à l'intérieur du roman. Exactement. Donc en fait, jusqu'à présent, tous les livres que j'ai écrits comportent un roman à l'intérieur du roman. Et oui. Alors que le récit premier, il se passe des choses, mais c'est rien d'extraordinairement spectaculaire dans le récit premier. Il y a des événements, mais voilà. Et le récit qui est inclus à l'intérieur du récit premier, par contre, est souvent très romanesque, et même parfois un peu débridé. Et donc dans La Souterraine, par exemple, le récit finit par devenir d'abord une sorte de péplum, une aventure de légionnaires romains perdus dans la forêt hercynienne. Donc il y a des choses qui se passent. Mais c'est cette construction qui est récurrente. En tout cas dans ces trois romans, oui. C'est différent par exemple dans les quelques nouvelles que j'ai écrites parce que ça demande de la place, oui, ce genre de dispositif évidemment. Oui. C'est pour essayer de représenter cette dimension de nos existences qui fait qu'on est toujours ailleurs en même temps qu'on est ici. Mm-hmm. Voilà. Le monde est incertain et finalement le monde des histoires devient plus présent que le présent lui-même. Enfin, tout à moins ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement on est pris par les histoires secondaires plus que par l'histoire principale. Oui, ça oui. C'est ce glissement que je trouvais intéressant, donc entre une armature principale qui est finalement légère par rapport au récit secondaire. Absolument, oui. Et ça, oui, c'est délibéré. oui. Voilà, absolument, oui. Mais bon, c'est quelque chose qui est aussi, dont on a tous conscience. Le fait que nous soyons des êtres de culture fait que, par exemple, on s'est tous sentis un moment plus proche de quelqu'un qui est imaginaire ou qui a vécu dans des temps très anciens. Et quand on lit Anna Karénine, par exemple, de Tolstoï, on finit par avoir le sentiment d'être intime avec Anna Karénine ou avec Lévin, et donc personnages qui sont fictionnels ou si on leur donne une forme de réalité qui en tout cas ont vécu dans des temps anciens, dans un pays lointain, mais on a le sentiment d'une très grande intimité avec eux, alors que des gens que l'on croise tous les jours et avec qui on a des relations purement mécaniques, alors qui peuvent prendre un caractère policé et même parfois suffisamment policé pour être un tout petit peu il y a une forme d'humanité qui se tisse même dans les relations les plus mécaniques. Par exemple, je sais pas, un marchand de journaux chez qui on va acheter un journal, ça peut devenir il peut y avoir une forme d'amitié qui se met en place, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui reste souvent un peu étranger, en tout cas avec qui on n'est pas souvent intime, alors qu'on peut avoir le sentiment d'une très grande proximité avec, je sais pas, Alexandre le Grand, parce qu'on a lu une biographie d'Alexandre le Grand. Voilà. Donc c'est aussi ça. Oui, tout à fait. Je crois qu'Isabelle voulait poser une petite question. Ma question, c'était si justement, comme le passé est donc important dans ces trois romans, la question que je me posais, c'est pourquoi s'appuyer sur la mémoire, alors que la mémoire, il n'y a rien de plus trompeur. Oui, mais on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il y a... Parce que c'est tout imaginaire. Donc ensuite, il y a les aventures qui n'arrivent. Oui, oui. Oui, c'est pas des enquêtes historiques. Oui. Oui. Donc pourquoi ne pas le dire tout de suite? On est un petit peu au début, on ne sait pas trop, quoi. On cherche quand même. On est justement, est-ce qu'on est dans le présent, est-ce qu'on est dans le passé? Peut-être là c'est imaginaire, on ne sait plus trop, quoi. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce livre, c'est que il y a un suspense, quoi. Voilà. Donc c'était un peu la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Oui, il y a toujours une forme de suspense, effectivement. Oui, voilà. Alors ce qui est certain, c'est que, j'ai un petit peu de mal à répondre à la question, mais dans chaque livre, il y a une forme d'enquête historique que j'ai pu faire sur des questions particulières.
Donc, par exemple, la route de l'ambre dans le premier livre, donc les lanternes des morts que vous avez à l'écran dans le deuxième livre, et puis les quarts d'écu dans le troisième, enfin, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses, mais bon, voilà. Donc là, il y a une matière historique qui repose sur des lectures, des documents, même une enquête d'ordre para-ethnologique ou ethnographique pour les quarts d'écu, parce que là, pour le coup, j'ai fait des choses qui relèvent presque une forme d'enquête de cet ordre-là, à temps perdu, pas pour publier ça sous forme. C'était vraiment pour nourrir le livre et puis pour ma curiosité personnelle, quoi. Par exemple, j'ai discuté avec des faiseuses de quarts d'écu bavaroises, des choses comme ça. Et les lanternes des morts, par exemple, là, je suis un peu érudit sur la question. Enfin, érudit au sens où j'ai lu un certain nombre, à peu près toutes les choses disponibles en français sur la question. Parce que c'est pas une question si d'étudier que ça, donc il n'y a pas non plus une multitude de livres qui existent. Voilà, donc je ne sais pas si c'est familier à tout le monde ce que c'est que les lanternes des morts. Oui, tout le monde a ça en tête. Enfin, je rappelle juste en un mot, c'est des constructions qui peuvent être un peu spectaculaires, un peu monumentales. Parmi les formes les plus monumentales, il y en a une à l'île d'Oléron qui est vraiment immense. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, à Saint-Pierre-d'Oléron. Mais parfois, c'est juste un petit appendice sur l'église où il y a en fait une petite ouverture qui permettait de mettre une lampe, une lanterne. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça servait. Enfin, évidemment, il y avait sans doute plusieurs fonctions. Une fonction pratique qui était une sorte de phare terrestre, signaler l'existence d'un lieu d'habitation. Sans doute une fonction aussi rituelle, c'est-à-dire on allumait la lanterne lorsqu'il y avait eu un enterrement, et c'est une façon à la fois de célébrer la mémoire du mort, mais également d'éloigner son fantôme. Enfin, voilà. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que il y a un très grand nombre de lanternes qui ont été construites, celles que l'on peut observer aujourd'hui dans les campagnes françaises, elles remontent pour les plus anciennes au XIe siècle. Pour vraiment les plus anciennes, en général c'est au XIIIe, XIVe, XVe, mais il y en a quelques-unes du XIe. Donc très anciennes quand même. Mais ces plus anciennes, souvent elles ont été construites sur les ruines de lanternes celtes. Donc c'est quelque chose qui remonte à une époque antérieure à au christianisme. Voilà. Et le second roman, La Grande Sauvagerie, est construit en grande partie autour de ça. Cette lanterne. Oui. C'est-à-dire que j'imagine un village dans lequel il y a une lanterne des morts et c'est un village pittoresque, il y a des touristes qui viennent, ils viennent en partie pour voir cette lanterne, mais tout le paysage est construit autour de cette lanterne. C'est-à-dire que c'est le centre. Voilà. Et cette lanterne, elle fascine un peu elle fascine la narratrice, parce que c'est un roman tous les romans sont écrits à la première personne, c'est un narrateur masculin, mais qui prend en charge disons les souvenirs de sa sœur, donc c'est un peu un narrateur mixte dans le premier. Dans le deuxième roman, c'est une femme, et dans le troisième, c'est un homme. Mais donc la narratrice est fascinée par cette lanterne, mais dans son enfance, elle sait à peine ce que c'est. Enfin, elle sait juste que c'est un bâtiment étrange. Et comme elle devient une historienne d'art, après, elle fait une sorte d'enquête autour de ça. Voilà. Alors, je pense, c'est toujours un peu délicat parce que ça aplatit beaucoup les livres de faire ça, mais je pense que ça éclaire un petit peu la démarche de le dire. C'est que je pense que cette fascination pour ces survivants, ces traces, cette présence du passé dans le présent, tient aussi à une circonstance totalement, à une circonstance de ma vie, c'est que mes grands-parents maternels tenaient un bureau de tabac qui était installé dans ce qu'on appelle à Lubersac la maison Renaissance. C'est un archiprêtré. Donc c'est un bâtiment du XVIe siècle. C'était extrêmement inconfortable. Il n'y avait pas de chauffage, il pleuvait c'était extrêmement modeste comme aménagement, mais évidemment pour un enfant de 4, 5, 6 ans, c'était absolument fascinant parce qu'il y avait des espaces totalement atypiques. Là, il y avait un souterrain qui s'ouvrait dans la cave et qui permettait de rejoindre le château, disait-on. Évidemment, personne ne s'aventurait. Mais de fait, il y avait un souterrain qui allait assez loin.
après, et donc ce rapport à l'histoire, forcément, ça vient en grande partie de ça. Enfin, voilà, et c'est un bâtiment, pour revenir à la question de qu'est-ce que ça fait qu'être un enfant, que mes grands-parents ont quitté alors que j'avais 10 ans. Et je n'y suis plus, enfin, j'ai pas pu y rentrer par la suite pendant très longtemps parce que ça a été, la mairie l'a complètement fermé, puis après c'est devenu un syndicat d'initiative, mais on pouvait rentrer que dans la partie basse, etc. Puis lorsque j'avais 25 ans, quelque chose comme ça, je l'ai visité à nouveau, enfin j'ai pu y rentrer dans toutes les parties qu'on habitait jadis. Et là, tout m'a paru monstrueusement petit, parce que, évidemment, une des définitions il y a un très beau livre d'un historien, enfin, c'est un historien de la littérature et ethnologue américain qui s'appelle, en anglais, enfin, je traduis le titre anglais, c'est Quand l'herbe était plus haute. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant? C'est quand l'herbe est haute. Et donc, toutes ces pièces qui me paraissaient interminables m'ont paru très étroites, très étriquées. Pardon, j'interromps là, mais sur les lanternes de mort, j'ai découvert les lanternes de mort dans la sauvagerie. Je vous remercie d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas. Et une chose qui m'a frappé de cette interprétation de la signification de la terre des morts, que vous venez de décrire justement, c'était l'idée de l'utiliser pour éloigner les fantômes, pour éloigner. Et ça me fait penser à une tradition qui existe dans les théâtres aussi. Dans le théâtre, une fois que le public est parti, du théâtre, et qu'on éteint les lumières, on allume, il y a un employé, ou souvent le metteur en scène, qui allume une lumière dans la scène, et qui reste toute la nuit, et qui a ses fonctions, justement, d'éloigner les fantômes qui viennent hanter le théâtre, tout ça. C'est pour éloigner Hamlet. C'est beau, je savais, j'ignorais. Pas cette histoire, non plus. Je reprends une dernière fois la parole pour faire peut-être la liaison avec le thème du temps, qui est le dernier thème que nous voulions aborder avant d'autres questions diverses, disons. Je reprends dans les 24 portes du jour et de la nuit, je vous cite une fin de phrase. L'art d'être heureux et comment l'être si on vit en dehors du cercle de feu des histoires immémoriales, que l'on a perdu le secret de tenir le temps en respect en lui racontant des histoires. Et juste un peu plus loin, raconter des histoires était tout sauf un divertissement, une nécessité aussi vitale que les labours ou les foins. Ensemencer le temps ou la terre arable, c'était tout un. Alors, pourriez-vous développer, mais peut-être vous l'avez fait en partie déjà, cette idée, donc, le secret de tenir le temps en respect en lui racontant des histoires. La formule est belle. Je crois que c'est pas un divertissement, raconter des histoires, c'est absolument vital. C'est-à-dire que c'est une façon de transmettre, d'apprivoiser l'idée de la mort, de notre condition. Et en fait, du moment qu'on commence à écrire un livre ou à raconter des histoires, enfin, le simple fait de raconter une histoire à un enfant ou une anecdote à des amis, c'est d'une certaine façon jouer à être chez Razad. Enfin, c'est l'histoire archétypale par excellence, les mille et une nuits. Moi, j'aime beaucoup aussi certaines rêveries de Vladimir Nabokov pour raconter l'invention de la littérature. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Il disait que la littérature n'a pas été inventée le jour où un jeune garçon du Paléolithique s'est précipité vers ses parents en criant attention, il y a un loup, il y a un loup, parce qu'il y a un loup, il y a un loup. Mais quand il s'est précipité en criant il y a un loup, il y a un loup, alors qu'il n'y en avait pas. Et l'histoire a toujours quelque chose qui a toujours partie liée avec le danger, il y a quelque chose. Enfin, on affronte un danger. Et donc, on peut évidemment raconter des histoires pour se divertir, parce que c'est possible, mais je crois qu'au fond de cela, on retrouvera néanmoins cette fonction première, vraiment archaïque. Enfin, en tout cas, c'est une très intime conviction. Et on peut se demander, est-ce que les histoires les plus fécondes sont les plus angoissantes? Ça, je ne suis pas du tout sûr, mais... Certaines sont angoissantes.
Oui. C'est vrai que dans la souterraine, il y a des histoires. Ah, ouais. Enfin, la souterraine, c'est un livre qui travaille beaucoup sur le travail. Il y a beaucoup de cauchemars, la question de l'angoisse est bien présente. Je pense que par exemple les 24 portes du jour et de la nuit est un livre beaucoup moins angoissé et angoissant. Enfin, ça se déplace, voilà. C'est vraiment la souterraine. Mais il y a beaucoup et donc il y a des contes qui sont des contes de mon invention. Enfin, c'est pas des contes folkloriques. Voilà. Il faudrait dire, je pense, Goumaré. Non, mais c'est quelque chose que je voudrais dire aussi. C'est moi, j'ai grandi à la ligne de partage entre l'Oc et l'Oï. Et donc, dans la même zone géographique sur 30 km, on dit il y a beaucoup de villages ou de lieux-dits qui se finissent en EIX. Donc, par exemple, moi, je suis né à Saint-Thirier-la-Perche, qu'on peut prononcer Saint-Thiriex, mais dans la région, tout le monde dira Saint-Thirier. Et à 10 km de Saint-Thirier-la-Perche, il y a un village qui s'appelle Couzex, et là on dira Couzex, parce qu'on est passé du côté de l'Oï. C'est la ligne de partage. Voilà. Et donc, je raconte dans la souterraine effectivement un conte qui est le conte du Goumaré. Mais ça, c'est pas un conte folklorique, c'est une invention. C'est pas quelque chose qu'on me racontait. Enfin, c'est la fabulation romanesque. Oui, ça fabrique le brouillard. Voilà. On va passer la parole un peu à ma droite. On n'a pas encore pris la parole. Oui, moi je vais vous interroger plutôt sur le style et son rapport avec le temps. Alors, dans un premier temps, sur la construction même de la souterraine. La souterraine est construite en deux grandes parties autour de deux images, qui donnent le titre d'ailleurs à chacune des parties. La première, intitulée « Le fourmilion », montre une histoire de vie happée au passage par l'incroyable fourmilion qui est un insecte qui creuse qui inquiète sa proie au fond d'une sorte d'entonnoir qu'il a creusé. Et puis la deuxième est construite autour de l'image de la route de l'Ambre, qui est montrée à travers plusieurs histoires, dont on poursuit la longue route à travers bien des pays jusqu'à la mort. Alors, dans la première partie, qui est le fourmilion, on s'aperçoit, c'est projeté, que la table des chapitres est construite comme effectivement une sorte d'entonnoir. Et puis, dans la deuxième, au contraire, là, on va vers quelque chose de linéaire, beaucoup plus. Alors, s'agit-il, à travers ces deux images, ces deux parties, de l'image de l'enfance perdue, au fond de la première partie, guettée par le fourmilion, l'enfance perdue, et dans la deuxième, celle de la vie jusqu'à la mort. Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette chapitre. Oui, mais bon, j'ai quand même de temps en temps ouvert, mais... donc c'est une sorte évidemment de calligramme, c'est-à-dire que c'est disposé de telle façon que les mots forment une sorte de dessin, voilà. Et ça fait effectivement il y a l'entonnoir du fourmilion et puis ça forme également un sablier, évidemment. Voilà. Donc c'est donc une des figures possibles du temps et du temps compté, du temps mesuré, mais mesuré par c'est une horloge qu'on dit élémentaire et pas mécanique, c'est-à-dire que c'est un temps mesuré, mais un temps mesuré qui est pas mesuré à la seconde, qui a une forme qui n'a pas, disons, le caractère aussi précis que le temps mesuré dont on a l'habitude, nous. Donc c'est un rapport au temps plus archaïque que celui qui est désormais le nôtre. Parce que là, par exemple, on a une horloge derrière, on oublie rarement, très longtemps, le temps compté. Alors oui,
effectivement, la construction des deux parties, la façon dont elle est matérialisée dans la table des chapitres, ça correspond à ce que vous venez de dire, globalement. Mais ça fait partie aussi donc des échos possibles entre les livres, parce que donc là on est dans la souterraine, on est dans le temps du sablier. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de souvenirs culturels qui viennent de l'Antiquité. Il y a Axiom, il y a les légionnaires qui cherchent la route de l'ombre. L'Antiquité était présente, il y a même des vers en latin. Très fugitif, mais parce que donc il y a un matériau antique qui est assez présent. Alors que dans les 24 portes du jour et de la nuit, c'est un temps mécanique cette fois-ci, puisque les 24 portes du jour et de la nuit, c'est le nom d'une horloge qui n'existe plus, dont on connaît l'existence que par quelques textes, les récits de voyage, les témoignages. C'était une très grande horloge à automate à Byzance, et qui a été détruite, semble-t-il, au moment de la conquête de Byzance par les Turcs, donc en 1453. Donc on a donc le premier livre, on est du côté du sablier, tandis que dans le troisième, on est du côté du temps compté mécanique et non plus élémentaire. D'autant plus qu'il y a des le personnage principal, le narrateur des 24 portes, le moment où le début du livre, ça commence ainsi. Il rentre d'un voyage aux États-Unis et il essaie de lutter contre le décalage horaire, parce qu'il a un rendez-vous en fin de journée. Et quand on rentre d'Amérique du Nord, si on ne veut pas être totalement déphasé, ce qu'il faut faire, c'est ne pas dormir en arrivant, mais réussir à tenir jusqu'à 8 heures du soir ou 9 heures. Voilà. Et donc le roman se tient quasiment tout entier dans cet espace de temps assez réduit, qui est la lutte contre le décalage horaire. Et évidemment, c'est un personnage qui a une vie itinérante, mondialisée, et qui donc a l'habitude de jongler avec les fuseaux horaires, qui a l'habitude également de jongler avec les différents outils qui nous servent à mesurer le temps. Donc une montre, mais c'est plus trop la montre maintenant qui fait cet office-là, c'est le téléphone portable, c'est-à-dire en fait un outil suffisamment intelligent, si l'on peut dire, qui s'adapte au lieu où il est, c'est-à-dire qui corrèle immédiatement, mécaniquement son temps. C'est-à-dire quand on arrive dans un lieu, eh bien, tout d'un coup, le temps bascule et quand on enlève l'option avion qui le déconnecte, eh bien, il bascule sur le fuseau horaire, sur le décompte. Donc, du premier livre au troisième, on est passé d'un rapport au temps à un autre. On n'est plus dans le même temps. Et on est dans le temps compté à chaque fois, mais un temps élémentaire. Ce qu'on appelle donc le temps compté élémentaire, c'est les sabliers, les clepsydres, et tout ce qui passe par le monde naturel. Alors qu'ensuite, le temps mécanique, c'est dès qu'il y a, c'est les mécanismes mécaniques, mais c'est aussi les horloges nucléaires. Enfin, voilà. Alors, j'avais une autre question. Donc, toujours pour le lien entre le temps et le style, cette fois je vais parler du troisième livre. On peut remarquer dans votre troisième livre que, c'est pas d'ailleurs que dans le troisième livre, mais enfin de celui-là en particulier, que les phrases sont souvent extrêmement longues et elles sont construites de façon assez étonnante. C'est-à-dire qu'on y trouve du passé, du présent, du passé proche et du développement. Alors j'ai essayé de prendre un exemple, mais bon, c'était pas facile parce qu'il fallait un passage pas trop long quand même. Donc je vais vous lire un petit passage. Nous nous levâmes du même mouvement, hâtant le pas pour rejoindre, contournant le bac à sable, la station Corvisart. Nos deux ombres s'étiraient très loin, au-devant de nous, confondues en une convaincante imitation de ces statues votives
que les Étrusques déposaient dans les tombes des jeunes morts, figurine que D'Annunzio a proposé d'appeler, c'est du moins le nom qu'il a donné à la plus célèbre d'entre elles, celle que conserve le Museo Guarnacci de Volterra, l'ombra della sera, l'ombre du soir, une silhouette interminable, aux formes légèrement ondulantes, bras et jambes démesurés, torse qui n'en finit pas de s'allonger, et tout là-haut, au bout de ce magnifique étirement de bronze sur lequel les fesses et le sexe sont de très légères saillies, une tête minuscule, aux traits aussi merveilleusement individualisés qu'un portrait, une tête d'enfant, aux cheveux en bataille, aux pommettes saillantes, au regard étrangement mélancolique, qui vous fixe depuis un très lointain autrefois. Alors, voilà, nous avons un début de phrase qui nous met dans le présent. Et puis, on attend la suite de l'histoire, mais non. Bon, aussitôt après, on fait allusion à un passé ancien, les Étrusques, puis un passé plus récent, D'Annunzio, puis à partir de là, on voit tout un développement. Alors, le fait de... Pardon, excusez-moi. Quand vous faites ce genre de construction, qu'on le retrouve souvent dans ce livre, voulez-vous insister sur le mélange des temps, la superposition des temps, qui est le sujet général du livre? Alors, insister, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça le manifeste, c'est certain. Je trouve que c'est une très belle analyse dans cette phrase, et qu'elle était tout à fait bien choisie. Alors, pour la question de la longueur des phrases, alors, il y a effectivement, il y a ce désir de manifester la stratification, etc. Mais on pourrait le faire avec des phrases plus courtes, enfin, on peut sectionner, voilà. Ça n'empêche pas de le faire. Proust disait qu'il faisait des phrases longues parce qu'il voulait aller au bout de la sensation. Et c'est vrai que la bout de description de la sensation, il y a parfois, c'est vrai que c'est comme ça que la phrase s'élargit. C'est pas le cas dans la phrase que vous venez de donner, qui est comme une sorte de phrase dans laquelle il y a une digression. Enfin, c'est pas quelque chose, disons, de délibéré. C'est-à-dire, j'ai pas décidé un jour d'écrire des phrases longues. Mais il se trouve que la souterraine, j'ai écrit 3 versions successives du livre. C'est-à-dire que avant de donner à lire le livre, enfin à donner à lire au-delà de mon cercle amical. Les versions successives ont été de plus en plus courtes. C'est-à-dire que la première version, c'est un livre assez long qui était 450 pages, 500 pages. En fait, j'ai conservé juste le premier chapitre du roman. Mais j'ai injecté dans ce premier chapitre des éléments qui figuraient dans d'autres, enfin, il a été recomposé. Et le moment où j'ai eu le sentiment que ça prend, c'est-à-dire que le sentiment qu'il y avait comme une voix qui se posait, une atmosphère qui se créait, vous avez le sentiment d'avoir trouvé quelque chose comme mon juste ton. C'est le moment où je me suis donné la liberté d'allonger les phrases. C'est-à-dire qu'il y a eu le sentiment qu'il était bon que ces phrases s'allongent. Alors en fait, j'ai écrit mon premier livre de façon un peu étrange parce que je l'ai écrit en même temps. Enfin, la première version de La Souterraine, je l'ai écrit en même temps que je finissais ma thèse, ce qui n'était pas du tout raisonnable. Enfin, normalement, il vaut mieux attendre d'avoir fini sa thèse, ou en tout cas, enfin, pas faire les deux en même temps, parce que. Mais ça m'a beaucoup aidé dans les deux cas. C'est-à-dire que j'ai inventé, enfin, j'écris de la même façon mes textes critiques et puis mes textes fictionnels. Évidemment, après, il y a plein de choses qui doivent être un peu modifiées, parce que c'est pas la même. Mais en tout cas, j'ai pas le sentiment de changer de façon d'écrire. J'ai une façon, disons, un peu essayiste d'écrire des textes universitaires. Et c'est quelque chose que l'université permet aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est faisable. On n'a pas besoin de faire preuve d'une forme de technicité, avec un grand métalangage très envahissant, etc.
Et en fait, j'ai le travail en commun sur les deux livres, enfin sur la thèse et puis le premier roman, dans les deux, enfin, a été bénéfique à l'un comme à l'autre. Et dans les deux cas, c'est en trouvant cette liberté interne de la phrase que ça a pris. Hein. Voilà. Donc c'est après, je pense que dans le dernier livre, il y a des moments où la longueur est davantage perçue par les lecteurs que dans les livres précédents. Je ne sais pas si les phrases sont vraiment plus longues, j'ai pas calculé, etc. Mais je pense que c'est davantage perçu comme tel par le lecteur parce que ce sont des phrases, et c'est pour ça que c'est vraiment très bien que vous ayez choisi cette phrase, qui sont comme des sortes de digressions. Et elles ont une forme d'autonomie d'une certaine façon, elles deviennent une sorte de petit récit à part entière, alors que c'est sans doute pas le cas dans les deux livres précédents. Ouais, on va revenir sur les digressions. Alors toujours dans les 24 portes, le vocabulaire se trouve étrangement mélangé à travers les époques, les lieux, les registres. Voilà un exemple dans le premier chapitre. Donc, jet lag, ma manie horlogère, mes rapports chelous avec l'univers des montres, passé muscade, l'observation par interférométrie des quasars lointains, ab urbe condita. Le mélange de vocabulaire a-t-il pour intérêt de nous montrer combien le temps diffère à travers les époques comme à travers les lieux? Alors, mes rapports chelous, là, c'est vraiment une citation. C'est-à-dire que c'est le narrateur qui cite son fils adolescent ou sa fille, je crois. Non, sa fille adolescente. Tout est entre guillemets. Oui, c'est ça, voilà. Mécanique. Voilà, donc tout ça, là, c'est des mots qui sont vraiment des sortes de citations. C'est-à-dire que c'est pas le vocabulaire dominant. Enfin, non. C'est des inserts qui sont. Voilà. Par exemple, moi, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais un peu. J'ai lu mais précisément ce que c'est qu'un quasar, je sais pas. Donc c'est vraiment une citation du vocabulaire astronomique. Oui. Alors, ab urbe condita, c'est un peu différent. Là, c'est du latin, donc c'est normal que ce soit en italique, parce que mais c'est la règle. L'interférométrie, c'est pas j'ai cherché dans le dictionnaire, hein, bien sûr. Oui. Voilà, donc là, c'est un peu différent des exemples que vous avez pris. Il y a des moments où c'est vraiment l'insertion d'un vocabulaire tout à fait particulier, qui n'est pas celui du narrateur, et qui n'est d'ailleurs pas non plus le mien. Voilà. Et puis parfois, c'est des expressions qui me sont chères. Par exemple, le passé muscade, j'aime beaucoup. Mais ça, c'est aussi parce que parmi mes grandes lectures, il y a Jean Giono, et que c'est une expression que Giono adore. Donc j'aime beaucoup citer passé muscade, c'est une sorte de clin d'œil, d'hommage rendu à Giono. Mais en fait, à partir de tout ça, on a les mêmes idées, quoi. Dans le livre, dans ce premier chapitre du livre. Et c'est très curieux de voir comment vous cherchez, à travers du vocabulaire très différent, à cerner les mêmes idées, donc le même temps. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. Je crois qu'on va revenir sur le vocabulaire. Pas tout de suite sur le vocabulaire, je crois, mais c'est très difficile de donner une idée de votre style. Comme a dit Martine, il faudrait lire des grands passages. Mais simplement, on attaque un peu à propos des digressions. Et je voulais faire des lectures, une où c'est rare, vous faites une adresse au lecteur, enfin le narrateur fait une adresse au lecteur, qui est celle-ci. Accordez-moi, avant d'en venir à la rencontre qui est à l'origine de ce livre et sa raison d'être, la liberté de céder encore quelques instants à l'attrait vagabond, à la séduction buissonnante des digressions. Chacune de ces embardées importe et contribue à sa manière, quand bien même on pourrait avoir l'impression du contraire, à l'histoire que je vous murmure à l'oreille. J'arrête là, bien que la fin de la phrase me plaît beaucoup aussi. Bon. Et souvent, effectivement, on attend, il y a un moment, vous commencez quelque chose et puis vous laissez un suspense pour avoir la suite. Je pense au patois, la phrase en patois en particulier, dans La Grande Sauvagerie, où
démarre, un monsieur dit une phrase en patois, la jeune fille est stupéfaite et démarre une digression qui dure 4 pages, avant qu'on sache quelle était bien cette phrase. Il y a un autre moment où on a l'impression que c'est votre écriture que vous parlez, alors que vous parlez d'une conversation. À mesure que le récit prenait possession de moi, j'entendais crépiter dans les mots qui se pressaient sur mes lèvres les grandes flambées de mon enfance, l'écho des causeries chez Marilou, à la veillée, dans la grande maison sous les arcades. Leur vivacité de récitativo secco, la capacité d'entraînement d'une parole qui ne s'immobilise un instant que pour mieux rebondir, tourbillon d'incidence et de digression, d'où naît et s'élève un sentiment supérieur d'allégresse, comme une lumière jaillie de la vivacité même des mots, hantée par la tristesse anticipée de la séparation, soutenue par le refus obstiné que ça finisse. On a l'impression que là, vous dites finalement votre art de l'écriture. Et on se demandait aussi si c'est, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, si ces nœuds digressifs, c'était le souci de suivre le labyrinthe de la pensée et de la mémoire, ou si c'était plus prosaïquement, comme vous dites aussi à un autre endroit, pour que l'événement narré soit pile à la juste place. Ça, je suis plus sceptique. Je pense que c'est plutôt ce que vous dites là qui donne la réalité, une espèce, même si c'est le travail qui donne ça, un emballement qui fait passer rebondir la pensée d'une chose à l'autre. Oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que il y a la dynamique de l'écriture. Ouais. Il y a des moments où où l'écriture rebondit et puis trouve sa dynamique, il la porte en avant, etc. dans ses digressions. Et parfois, quand on retravaille le livre, en tout cas quand je le retravaille, il y a une partie de ça qui disparaît parce que c'est perçu justement comme simplement une sorte de carburant que l'on jette dans la machine pour la faire avancer et en fait c'est superflu par la suite. Donc il y a des digressions qui tombent. Voilà. Mais il en reste quelque chose évidemment. Il y a des moments où effectivement il y a une forme d'emballement et ça fait partie du fonctionnement du livre. Je veux dire quelque chose que je viens d'oublier. Pour les j'ai perdu le fil de ma pensée là, je suis désolé. Ça doit être le génie de la digression là, qui m'a joué des mauvais tours. Le travail, malgré tout, ça donne une impression de spontanéité, mais elle est travaillée. Oui. Voilà. Alors il y a une forme de spontanéité, ça c'est certain. Mais il y a une grande partie des digressions effectives qui sont ensuite supprimées. Parce que ça. Sinon, déjà, je pense que la phrase que vous avez lue en premier dans les 24 portes, cette adresse au lecteur, j'exagère un peu là. Le jeu avec le lecteur est sans doute un peu excessif. Mais la fin est merveilleuse. Et il y a des moments aussi où la narration, ça c'est la façon aussi de travailler. C'est-à-dire que, étant donné que je travaille sur un livre pendant 4 ou 5 ans, évidemment, de façon je peux rester plusieurs mois sans écrire parce que j'ai tout simplement pas la possibilité matérielle de le faire. J'ai à travailler sur le roman. Et puis il y a des moments où il y a une ouverture et où je travaille de façon très intensive et de façon vraiment. Ça peut être quasiment, j'exagère en disant 24 heures sur 24, mais il y a des moments où j'ai pu écrire 48 heures d'affilée, ça m'est arrivé. Quasiment sans dormir. Et donc le livre est écrit sur une très longue durée, mais en même temps sur une période très, très, très raccourcie. C'est compliqué. Et les 25 dernières pages du jour et de la nuit, des 24 portes du jour et de la nuit, je dis les 25 dernières, mais à peu près, la fin, peut-être les 30 dernières, je les ai écrites en 3 heures avec un plaisir absolu d'écriture. C'est-à-dire vraiment, et j'ai absolument rien retouché. C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait, où on est tellement dans la logique de l'écriture, c'est souvent le cas quand on arrive vers la fin d'un livre, parce qu'on est porté en avant, je sais pas, peut-être que Diane pourrait en parler, mais on est totalement porté en avant par ce qui a été déjà écrit, c'est un effet boule de neige, quoi. Et donc tout est en place, et donc ça va vraiment, et en plus vraiment j'ai écrit ça dans des
C'est un moment qui reste très 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 fort dans ma vie, parce que j'ai écrit ça en plus dans un environnement hostile, avec beaucoup de bruit autour, enfin pas des circonstances très très favorables au recueillement. Et c'est un des moments les plus extraordinaires que j'ai vécu, enfin, indépendamment de la qualité relative du texte. C'est-à-dire que vraiment 30 pages écrites en quelques heures sans aucune retouche. Alors qu'il y a certains passages digressifs qui sont en apparence, spontanés, c'est le mot que vous avez employé, qui ont pu demander des heures et des heures et des heures de travail. Voilà. Donc c'est totalement... Il y a les deux. On revient sur ce nœud digressif. Revenons aussi. On y reste. Parce qu'il touche aussi bien à l'histoire, vous en avez parlé tout à l'heure avec la bataille d'Axiom, si vous ne la connaissez pas, vous en apprendrez, qu'à l'histoire de l'art. Donc il y a par exemple le tableau d'Uccello ou la fameuse galerie des cartes du Vatican sur laquelle vous vous étendez largement. Et ces nœuds digressifs dénotent toujours, je vous cite, une curiosité insatiable, une faim de loup. Je dirais un goût immodéré pour le savoir, la recherche. Et Thérèse Gandaloni se dit tourmentée par le démon de la curiosité. Et là, je regarde Diane Meur parce que j'ai pensé à vous et à votre carte des Mendelssohn. J'ai habité un peu le démon de la curiosité. Et donc, quand on lit vos romans, je trouve qu'il est très bon d'avoir son smartphone et Wikipédia à côté de soi. Ce n'est pas indispensable du tout. C'est pas indispensable du tout, mais loin d'être un pesant, c'est un réel plaisir. Parce qu'on découvre des merveilles de mots, de lieux, d'œuvres d'art. Et si tu pouvais nous projeter quelques trucs, quelques mots, et par exemple, on découvre des mots extraordinaires. Moi, j'ai découvert cornucopien. Cornucopien, peut-être vous connaissez, mais c'est la corne d'abondance. C'est un mot que j'aime beaucoup, ça. Vous l'utilisez plusieurs fois, oui, et là, ça commence dans la grosse sauvagerie. Vous avez un mur qui déborde de fleurs, et c'est cornucopien. Et ça s'oppose. Et alors, les cornucopiens sont des gens très optimistes, qui voient le futur sans aucun problème. Il y avait un autre, et ça c'est dès la première page de la grande sauvagerie, vous êtes là, vous dites cornucopien, que ça veut dire, puis après, vous montez une rue, coupe-jarret, puis des montes à regret. Mais un monte à regret, c'est la guillotine. Vous montez à regret peut-être, mais à regret, à reculons, en fait. Et puis, il y avait aussi, je ne l'ai pas mis là, mais il y avait un mot que j'aimais beaucoup, c'est le transi. Le transi, tout le monde sait ce qu'est être transi. Mais vous connaissez les gisants, ces sculptures de pierre. Eh bien, un transi, c'est un gisant qu'on a déshabillé. C'est un squelette, en fait. Et donc, oui, qu'on a tout enlevé, c'est un squelette. Et donc, il y a des mots comme ça. Alors, il y en a d'autres. Françoise aimait beaucoup chibolette. Dites-nous, chibolette. Chiboulette, c'est la phrase qui ne peut être prononcée que par les initiés correctement, que par ceux qui sont du monde, et elle sert de discriminant. Si on veut savoir si quelqu'un a droit d'entrer, c'est un sésame sophistiqué. Est-ce qu'il prononce bien? Par exemple, Goumaré, moi j'ai mal prononcé. Ben voilà, on sait que tu es du mauvais côté de la frontière. Donc, voilà. En fait, en hébreu, ça veut dire épi de blé. Et je ne sais plus, c'est dans je ne sais plus quel livre. Oui, bien sûr, mais lequel, je ne sais plus très bien. C'est dans les. Bref, en tout cas, il y a deux tribus qui se combattent, qui parlent la même langue, l'hébreu, mais avec quelques variantes dans la prononciation. Donc, à la fin du combat, il y a une des deux armées qui est complètement en déroute et comme ils se ressemblent en tout, enfin, ils sont cousins, pour savoir si la personne que l'on vient de faire prisonnier, c'est un ami ou un ennemi, on lui demande de prononcer le mot chibolette. Et s'il dit chibolette, ça veut dire que c'est un ami. S'il dit cibolette, c'est un ennemi et on le met à mort. Donc ça a des conséquences assez radicales. Et donc il y a comme ça beaucoup de mots. Et on peut lire, évidemment, mais si vous allez chercher la signification et que vous filez l'image, comme le fait Wikipédia souvent, vous découvrez des mondes. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et alors, vous faites parler une institutrice, on fait une directrice d'école dans les 24 portes qui s'appelle Madame Juge.
Et vous dites, c'est ainsi qu'elle s'adressait à chacun des enfants qu'elle avait devant elle, aux mieux doués comme aux cancres les plus endurcis, comme à de futurs acteurs de l'histoire humaine, comme à des citoyens, et je n'ai jamais, je crois bien, entendu quelqu'un prononcer ce mot avec la conviction et l'exigence qui mettait Madame Juge, qui avait l'art de rendre aux mots, aux plus anodins comme aux plus chargés de sens, leur pleine dignité, comme si, en les disant, elle leur témoignait de la reconnaissance. Et jamais je ne l'ai entendu prononcer un mot sans chercher à le rétablir dans l'éclat natif d'une manière de plénitude. Voilà. Alors j'avais envie de vous poser cette question. Y a-t-il chez vous, en plus du goût du savoir, le goût de faire savoir et de faire partager votre jubilation parfois devant une œuvre d'art ou devant un lieu? Ah oui, oui. J'enseigne. et j'aime enseigner. Il y a des aspects évidemment pénibles dans l'enseignement, mais il y a aussi plein de moments très agréables. Et puis j'aime bien aussi, effectivement, faire visiter des lieux. Enfin, en tout cas, ce qui est vrai que la question de la curiosité, c'est il y a quelque chose que je trouve un peu pénible dans certaines tendances de la littérature contemporaine, c'est ces personnages qui s'ennuient à n'en plus finir, qui restent dans leur chambre, qui ne bougent pas, etc. Enfin, bon, il y a des choses très belles qui ont été écrites comme ça, c'est évident. Mais en tout cas, moi je perçois très souvent ça comme une sorte de maniérisme. Et moi, si j'ai grandi et si je suis venu à la lecture par le roman du 19e, qui est aujourd'hui un peu loin, enfin pour des adolescents d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un genre historique aussi éloigné que peut l'être la tragédie classique, enfin, d'une certaine façon. Mais pour ma part, c'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses, et je pense que pour les gens de ma génération qui ont eu des trajectoires semblables à la mienne, qui fait des études de lettres, etc. Stendhal, Balzac, ça c'était quelque chose qui faisait partie, disons, du présent, évidemment un présent un peu lointain, enfin bon, mais en tout cas on était encore plein pied avec ces livres-là. Et ce que je trouve admirable dans ces livres-là, c'est l'énergie. Oui. Voilà. Et donc moi c'est des livres qui ne sont pas forcément extraordinairement énergiques à tous égards. Par exemple, les 24 portes, c'est quelqu'un qui est pris dans le jet lag, qui est sur un banc, il s'endort. Il fait pas grand-chose, il faut bien le dire. Mais il y a une forme d'énergie qui est réactivée justement à travers les digressions, les récits enchâssés, etc. Et voilà, moi j'aime qu'il y ait de l'énergie dans un livre, quoi. Et puis voilà, même, ça peut être plein de formes différentes. Par exemple, l'énergie qu'on trouve chez Proust, c'est une énergie qui n'a rien à voir avec celle qu'il y a chez Stendhal. Voilà, mais il y a, en tout cas, la curiosité, c'est, disons, le moteur énergétique des livres que j'écris. Oui, tout à fait. Voilà. Mais il y a de l'énergie, et il y a une jubilation. Vous parliez tout à l'heure, vous avez fini en étant porté par une véritable excitation, une jubilation, et ça, vous le transmettez aussi très fortement. Enfin, il me semble. Enfin, je ne sais pas qu'en pense le public, mais je trouve que c'est très fort. Voilà. Il y avait Isabelle. À propos de jubilation, ça va. À propos de jubilation, il y a l'épisode, moi, qui m'a vraiment saisi, de la mousse des baignoires qui déborde. Ça bon, je ne peux pas le lire là parce que ça dure 3 pages, mais c'est quelque chose à la fois angoissant et en même temps très énergique. Enfin bon, il se passe quand même quelque chose. Et alors bon, ma question c'était aussi, est-ce que, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai vraiment vu l'épisode du 11 septembre. Avec les cendres, la fumée, les tours dans New York, quoi, tout à fait. Mais ça se passe à New York, c'est ça, oui, ça se passe à New York, oui, parce que la mousse sort c'est une baignoire qui déborde, la mousse, et puis qui envahit tout, et qui surgit du 40e étage et qui envahit la ville. Donc, c'est pas présenté comme un récit réaliste, ça c'est un fantasme. C'est pour ça, j'ai vraiment eu l'impression que ça pourrait faire une nouvelle en soi. Quand vous parliez des digressions, ça pourrait presque faire un petit roman en soi. Et en même temps, est-ce que l'actualité a un poids sur votre façon de concevoir, d'écrire?
Est-ce que ça joue Votre imagination. Alors là, la souterraine a été écrite avant l'attentat, mais en fait, le cinéma américain a énormément fantasmé un événement. Et peut-être que ceux qui ont conçu l'attentat, d'ailleurs, ont été inspirés par ça. Ça fait partie, le cinéma hollywoodien et le genre du cinéma catastrophe. Alors, et dans le premier roman, l'imaginaire cinématographique est très présent, c'est-à-dire que ça fait partie de la culture du narrateur, de sa sœur. Et là, en l'occurrence, l'histoire de la mousse, ça vient, disons, de la logique du cinéma burlesque, l'événement qui prend une dimension catastrophique. Voilà. Donc, je sais pas, c'est Buster Keaton. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si on lit ce passage, on pense forcément à l'attentat du World Trade Center, mais c'est parce que tout simplement le cinéma américain a configuré de façon anticipée l'événement. Voilà, c'est plutôt dans cette direction. Et alors que dans les deux autres livres, la culture cinématographique joue un rôle moins important, mais dans le premier, elle est très très présente. Voilà. Alors, peut-être une petite question de Martine aussi. Oui, dans les 24 portes, les 4 chapitres sont précédés d'un extrait de 4 œuvres différentes de Thomas Hardy. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez donné tant d'importance à cet auteur que l'on retrouve aussi cité dans le texte à la fin du chapitre 4? Oui, c'est d'ailleurs une présence peut-être un peu excessive. Disons que quand on publie un livre, il y a un moment où il y a des choses qui sont très très importantes au moment où on l'écrit, ou disons ça permet de l'écrire. Mais parfois, ça peut être rétrospectivement, on peut considérer que c'est peut-être une forme d'échafaudage, que ça pourrait tomber. Alors, je ne dis pas ça, peut-être que c'est bien d'avoir laissé, j'en sais rien. En tout cas, ce qui était certain, c'est que entre La Grande Sauvagerie et Les 24 Portes, j'ai écrit un autre livre que j'ai abandonné. C'est un moment qui était un peu dur dans ma vie pour diverses raisons. Ça, je ne vous raconterai certainement pas. Et donc, c'est un livre que j'ai pas pu finir, qui était presque fini, mais que j'ai pas voulu donner à Verdier, que j'ai détruit. Et c'est un moment un peu difficile. Et à ce moment-là, j'avais jamais lu Thomas Hardy, parce que j'avais toujours voulu le lire, mais c'est un anglais qui est un peu difficile pour moi, et je voulais le lire en anglais bêtement. Bref, donc j'avais jamais lu, et je l'ai lu, et ça a été une révélation, mais absolument bouleversante. J'ai lu tous ses romans, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, il n'y en a qu'une douzaine, parce que ça finit par... Il a fini par abandonner le roman pour écrire de la poésie parce qu'il avait des problèmes avec la réception de ses livres. On considérait que c'était un univers immoral, trop noir, etc. Ce qui fait qu'en Angleterre, on dit que c'est un des plus grands romanciers du 19e siècle et un des plus grands poètes du 20e siècle. Parce qu'en 1900, il a changé. Bref, donc en tout cas, ça joue un rôle extraordinairement important pour rebondir. Voilà, ça m'a redonné de l'énergie. Voilà. Et c'est une œuvre que je trouve d'une importance immense, vraiment. Je trouve que c'est un romancier extraordinaire. Romancier assez noir, c'est un univers qui n'est pas facile, mais que je trouve absolument bouleversant. Alors, j'aurais très bien pu faire l'économie de la relation à Thomas Hardy dans le livre, mais il y a plusieurs passages qui, même si c'est très 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 indirect et peut-être perceptible que par moi, qui sont portés par ça. Voilà. Et donc j'ai voulu le matérialiser. Et chez Hardy, la conception, le rapport au temps qui est le sien, était entré en consonance avec ce que j'essayais de faire. Donc ça n'a rien à voir avec un roman de Thomas Hardy. C'est très 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 loin. Thomas Hardy, c'est quelqu'un on pourrait le considérer comme un romancier naturaliste, sauf que c'est une ampleur bien supérieure à Zola, à mon avis. C'est à peu près la même époque, c'est le même genre sauf qu'il a une dimension épique beaucoup plus... On respire beaucoup plus au large que Zola, et c'est quelque chose entre Zola et Tolstoï, si je peux... Voilà, c'est peut-être plus près de Tolstoï que de Zola, c'est un peu quelque chose comme ça. Mais bon,
pas, par exemple, vous avez peut-être tous en test, je sais pas, Tess d'Upperville, par exemple. Oui. Voilà. Bon, on l'a vu au cinéma. Voilà, par exemple, à travers le film de Thomas Steele. Donc, c'est peut-être que je me suis posé la question en publiant si c'était bien de garder la trace de ce moment de lecture qui a relancé l'écriture. Et ça ne changeait pas grand-chose si je l'enlevais. Mais ça gênait pas. Et j'ai eu des moments très, enfin j'étais très fier parce que j'ai pas une très bonne maîtrise de l'anglais. J'arrive à lire des choses, mais je sais pas très bien. Enfin, je suis pas très familier. Par exemple, je pourrais pas lire Virginia Woolf ou même Dickens en anglais. Enfin, c'est trop compliqué pour moi. Mais j'ai été contacté mon éditeur a été contacté par quelqu'un qui publie un livre et qui voulait mettre 2 extraits de Thomas Hardy, et dont 2 extraits que par hasard j'ai traduits en épigraphe, et ils m'ont demandé la permission d'utiliser ma traduction plutôt que de la traduction officielle. Alors là, stupéfait. Parce que vraiment je suis tout sauf un traducteur et j'étais très content. Alors il est vrai que la traduction officielle, honnêtement, est pas très 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 bonne, parce que c'est une traduction qui est ancienne, qui date des années 20 et qui est un peu vieillie. Enfin bon. Donc on part de loin et j'avais une facilité de voilà. Mais enfin, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des choses, c'est quelque chose que je trouve qui sont très importants je pense pour les écrivains, c'est qu'il y a des éléments dans le livre qui peuvent avoir valeur un petit peu d'échafaudage, mais on y tient parce que ça, enfin, je généralise de façon un peu absurde, mais j'ai rencontré ça chez certains écrivains sur qui j'ai travaillé. Il y a une sorte de souvenir pieux du moment dans lequel on a écrit, de l'ambiance dans laquelle on était, et donc ce livre, pour moi, il est attaché à Thomas Hardy. Voilà. C'est encore une trace. Et en plus, j'ai écrit un petit essai sur Thomas Hardy dans la même période, que je n'ai pas publié, que je retravaillais, que je publierai sans doute un jour, mais qui est encore pour l'instant en jachère, enfin qui dort. Et voilà. Et donc c'est associé pour moi à Thomas Hardy de façon puissante, mais j'ai conscience que pour le lecteur, c'est pas forcément évident. Oui. Voilà. C'est difficile d'échafauder votre réponse quand même. Voilà. Est-ce qu'on arrête? On va peut-être arrêter là parce que le temps passe, il est déjà 4 heures. Et si vous avez des questions à poser à Christophe Prado, avant de pouvoir éventuellement acheter ces livres et boire un pot ensemble. C'est toujours le moment difficile. Parce que... Oui, c'est difficile. Oui, je vois. Si. Oui. On peut les partager en 2 catégories, qui est assez simple. Oui. Est-ce qu'il y a un ordre pour les lire ou est-ce qu'on les lit dans n'importe quel ordre? Absolument, oui. Vos romans, y a-t-il un ordre pour Non, il n'y a pas d'ordre, et en fait ils sont parfaitement indépendants les uns des autres. On peut les lire indépendamment. On peut entrer par n'importe quelle porte. Voilà. Alors c'est vrai, c'est tout à fait exact. Par exemple, Balzac, on peut rentrer vraiment par n'importe quelle porte, alors que Proust, c'est quand même mieux de commencer par du côté de chez Swann. Ah oui, quand même. Et donc, mais il y a des situations intermédiaires. Par exemple, Zola, il y a un ordre, mais on n'est vraiment pas obligé de le respecter. Voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'ordre. Mais en fait, je n'exclus pas que si le temps m'est donné de continuer à accroître l'œuvre, à un moment, quelque chose comme un geste de ressaisissement aura lieu et que je constituerai un ordre. C'est possible. Ça s'est passé bien souvent, mais il faut du temps. Et voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me suis aperçu qu'il était nécessaire pour moi de continuer à accroître, qu'un nouveau livre nécessitait forcément de s'appuyer sur un ancien. Voilà. Et donc il y a des écrivains pour qui c'est nécessaire, et puis pour d'autres où c'est radicalement étranger comme sentiment. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il n'y a pas d'ordre. Une question? Moi, j'avais
j'avais fait une petite étude sur l'emploi des couleurs dans ces 3 romans, parce que c'était un thème qui me plaisait. Placé sous le signe du jaune, globalement, mais par la couverture. L'ambre. Enfin, c'est pas une couleur que... Oui, c'est l'ambre. Bon, je ne vais pas tout lire ce que j'avais préparé, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elles sont souvent associées les unes aux autres. C'est pas des couleurs franches, tout simplement, le rouge, le vert, voilà. Elles sont souvent en association de couleurs, comme par exemple, enluminait les ruelles d'or au pluriel et de pourpre au pluriel. Donc déjà, il faut savoir que l'or, il y a plusieurs teintes, les pourpres, c'est pareil, enfin bon, et ça enlumine une ruelle. Enfin, donc ça, c'est qu'un exemple, mais il y a aussi après la pénombre blanc bleuâtre infusée de fusain. Il faut déjà savoir ce que ça donne comme couleur. Enfin, quand on a un petit peu visuel, on se dit, bon, alors là, ça fait en fait une pénombre aussi. Ouais. Et c'est plus vraiment une pénombre, si elle est blanc et bleuâtre en même temps, on ne sait plus. Puis en plus, elle est infusée de fusain. Donc, on se demande ce que c'est, quoi. Enfin, bon, il y a aussi les ongles peints aux couleurs de l'aurore. C'est pas qu'une seule couleur, quoi. Enfin, c'est pas une couleur franche, quoi. Il y a ça, il y a les camailleux de gris aussi. C'est vraiment très subtil. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que vous étiez un peintre. Ça me faisait vraiment cet effet-là, quoi. Il y a aussi le halo de couleurs assourdies lunaires. Il y a aussi un vert surchargé de ténèbres. Donc, c'est un vert foncé, mais les ténèbres, c'est pas forcément vert. Ça pourrait être bleu aussi, pourquoi pas. Ou alors une nuit habitée par le bronze barbare. Dans le bronze, il y a du bronze plus ou moins foncé, mais pourquoi serait-il d'un seul coup barbare? C'est au contraire une matière noble, enfin c'est une matière d'art, c'est un matériau. Ça fait des armes. Oui, à une certaine époque, mais bon. Oui, on est allé dans les forêts chiliennes. Et il y a aussi la grisaille griffue des nuages, le rouge grumeleux pour les intérieurs, ou alors des portables, des téléphones portables, que vous appelez des vadémécums électroniques. Enfin, une fois. Leurs coques sont gris galactiques. Ça, c'est le vocabulaire publicitaire. Ah, je vous assure, on trouve ça. Oui, bien sûr, oui. Je veux dire, c'est l'inventivité publicitaire, ça. Elles sont souvent sous forme d'association, et elles sont aussi non passives. Ça les rend vivantes. Et j'ai vraiment eu cette impression, du coup, est-ce que vous leur attribuez des personnalités? Est-ce qu'elles ont un rôle, pas un personnage, mais presque. Je veux dire, est-ce qu'elles ont les ténèbres qui peuvent changer de couleur, est-ce qu'elles ont une autre signification selon la couleur? Est-ce que leur sens change selon leur couleur? Oui. Ça joue dans vos romans. Oui. Alors, pas de façon très consciente, mais je vais raconter, je réponds à votre question, mais de façon légèrement indirecte. En fait, j'ai participé ces dernières années à 3 dictionnaires d'écrivains, ça s'appelle Dictionnaire des mots en trop, Dictionnaire des mots parfaits, je sais plus, enfin bon, dictionnaire publié chez Thierry Marchais. Et l'idée, c'est une sorte de façon d'inviter les écrivains à exposer le rapport affectif qu'ils ont à certains mots. Des mots qu'ils ne pourraient pas écrire, qui refusent d'écrire. Ou des mots vers lesquels ils reviennent constamment comme à des fétiches. Et donc, moi j'ai mis comme mot fétiche, enfin j'en ai plusieurs, mais celui que j'ai développé le plus, c'est ambre. Et en travaillant sur ce texte, parce que bon, la route de l'ambre, etc. Et puis, c'est une couleur effectivement qui a une présence brève de personnage. Bon, ça c'est vrai, tout à fait exact. Mais en travaillant sur ce texte, je m'en étais pas rendu compte. Pour le coup, c'est quelque chose qui m'est apparu petit à petit. Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, ambre, ça me fait vraiment, vraiment intimement penser à Hugo. Alors oui, c'est bizarre, parce que Victor Hugo, j'ai pas l'impression qu'il est si son stade l'ombre. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash, un souvenir qui m'est revenu. La première fois que j'ai lu 2 fois Les Misérables, et la première fois que je l'ai lu, donc je sais pas, vers 14 ans, j'ai très rapidement été sensible au retour permanent chez Hugo du mot ombre.
qui est un mot qu'il adore, le mot ombre, qui revient comme ça, souvent dans une position stratégique dans la phrase, c'est une clé de voûte, etc. Et donc en lisant, je crois que c'est la première fois dans ma vie où j'ai été vraiment sensible à la matérialité du mot. C'est-à-dire que c'est en lisant Les Misérables et à travers ce mot ombre. Et donc j'étais tellement frappé par le retour du mot ombre que de temps en temps j'attendais qu'il revienne. Et puis quand je tournais la page, je regardais très rapidement comme ça s'il était pas quelque part. Enfin bref, il y avait un rapport comme ça un peu étrange au mot ombre, ce qui fait que de temps en temps j'oubliais même d'être complètement impliqué par l'histoire. Enfin, c'était un peu étrange comme sentiment. Et puis donc petit à petit comme ça, j'ai perçu comme ça quels étaient les mots fétiches de Hugo, etc. Et quand j'ai commencé à écrire La Souterraine, quand j'écrivais le mot ambre, parfois je ressentais une forme de couleur effectivement pas très franche, comme s'il y avait un peu de l'ombre dedans. Et je me suis aperçu que c'était par contamination ombre-ambre, c'est-à-dire que voilà. Et ensuite, la rêverie autour du mot ambre fait que dans l'histoire, je ne vous raconte pas l'histoire, mais l'histoire incluse à l'intérieur de La Souterraine, il y a un groupe de personnages qui finit par être emprisonnés dans une sorte d'enclave temporelle. Et ça s'est imposé à moi parce que le mot ambre, je l'ai perçu comme le mot chambre qu'on aurait muré en faisant tomber le C et le H. Voilà. C'est ce genre de rêverie qui sous-tend l'écriture, mais qui souvent est inconscient en fait. Et je m'en suis perçu qu'en travaillant sur ce mot, à l'invitation des concepteurs de ce dictionnaire. Ouais. Voilà. Donc ça répond à votre question. C'était bien difficile. C'était difficile de le trouver tout seul. Dans le chatoiement de septembre, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que l'ambre, ça peut être des choses tout à fait différentes? Bien sûr, oui. L'ambre, la résine. Ça peut être l'ambre gris. Oui, absolument. Un parfum. Oui, c'est un mot très politique, qui renvoie à des réalités très différentes. Ça ressemble à une pierre, mais finalement c'est végétal. Oui. Voilà. Et puis il y a les inclusions dans l'ombre. Oui, qui capturent. Et puis l'ombre a des couleurs différentes, elle est plus ou moins... Comme les couvertures de Verdier d'ailleurs, qui sont plus ou moins jaunes, orangées, etc. Voilà. Vous jouez un rôle dans la teinte exotique? Non, vous connaissez l'histoire de ces couvertures? Non, non. C'est lorsque Verdier a été créé il y a 40 ans, et les premiers livres avaient des couvertures différentes. Ça pouvait être blanc, rouge, bleu, c'était variable. Et ils ont utilisé le jaune pour la première fois lorsqu'ils ont publié un texte de Pierre Michon consacré à la vie de Joseph Roulin, qui est consacré à Van Gogh. Et donc ils ont choisi le jaune Van Gogh. Et ils sont aperçus que c'était une couleur qui était extrêmement efficace dans une librairie, parce qu'on la voyait très bien. Et donc ils ont conservé depuis la couleur jaune, un jaune qui évolue, parce que vous voyez, il était d'abord comme ça, maintenant il est plutôt orangé comme ça, vous voyez là. Donc la couleur a un peu évolué, et puis par contre pour d'autres collections, la collection de sciences humaines, c'est un jaune presque tellement éteint qu'on pourrait plutôt le qualifier de beige. Voilà, donc il y a des variantes. Il y a des collections, une collection sur espagnole qui est de traduction espagnole qui est bleue. Enfin, il y a différentes couleurs, mais ce qui domine, c'est le jaune. Et ça vient donc non pas de La Route de l'Ambre, j'en suis très fier, mais bon, mais ça vient de Michon et de Van Gogh. Très bien. Si on applaudissait et qu'on passait à... Merci à vous.